Bonjour, mesdames et messieurs. Vous qui êtes branchés sur en tout cas, Mia TV, bonjour, soyez les bienvenus. Nous allons commencer notre émission à nous l'actualité. Ici, sur le plateau, nous avons trois invités. Madame Nana Madasouba, présidente de MPC Mali. Bonjour madame. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Merci. Monoko Toali, DG Média TV Afrique de l'Ouest à Bamako. Bonjour. Bonjour frère. Youssouf Guido, directeur du journal L'éclairage. Bonjour. Bonjour. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, enfin essayer de décrypter l'actualité ici dans notre pays. D'abord, on va un peu parler sur les vœux du chef de l'État lors de la fête du Korité hier, qui a été faite sur le territoire national ici. Ensuite, on va parler de la découverte du charnier de Goussi. Quelle analyse faut-il en faire? Suivra l'importance de la communication en période de crise ou en période de guerre, comme nous en sommes actuellement. Et puis, on va parler d'autres actualités, telles que la sortie, en tout cas, du peine de cerveau membre, non moins membre du CNT, qui, en tout cas, qui s'est donné la liberté de chercher encore après son confrère ou honorable, entre guillemets, donc ça, lui revient à la charge. Nous allons parler de ça. Nous allons parler aussi des délais de transition au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Quelle sera l'attitude des chefs d'État de la CEDEAO? Alors, on va commencer par Monoko pour ouvrir le bal. Alors, vous avez écouté, vous avez vu le chef de l'État, après avoir prié dans la salle des banquiers à Kourouba, en tout cas, a laissé ses vœux de cohésion, d'entente, et féliciter le peuple malien pour sa bravoure, son unité face aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines que frappe le Mali depuis le 9 janvier. Comment analyser tout ça? Oui, merci d'abord. Bonjour aux milliards de téléspectateurs de cette chaîne en ligne que vous avez bien voulu porter en votre qualité de promoteur. Je voudrais ici aussi dire bonjour et bonsoir aux débatteurs et surtout aux débattrices qui est là. L'honneur me soit permis de leur dire merci d'être venu. Et pour mon frère Guido, qui est toujours de la maison, qu'il soit aussi salué pour sa présence. Relativement au sujet posé, il faut dans un premier temps reconnaître que le Premier ministre, le chef de la transition, le président de la transition, n'a pas changé de logique. On a encore vu très calme, très posé, et dans son sens perpétuel d'appel à la cohésion, à la solidarité, et c'est ce qui était recherché, et surtout donner l'espoir que les choses peuvent aller bien. Parce que le peuple a besoin d'être rassuré, le peuple a besoin qu'on lui permette le sentiment que les dirigeants peuvent résoudre les problèmes, quelle que soit leur nature. J'ai vu donc le chef d'État dans sa logique de tous les temps, parlant très peu, mais avec un sens aigu de l'appel à la cohésion et surtout à l'idée du Mali uni et indivisible. Madame, en tant que présidente de MPC Mali. Ok, je remercie votre chaîne qui est Nia.com de m'avoir invité. Et surtout, je remercie mes co-débatteurs de m'avoir permis d'être sur ce plateau. Moi, à travers le discours du président de la transition, lors de la fête du Ramadan hier, moi, je ne voyais que la répétition. Parce que le président, il a toujours fait appel au calme. Il a toujours fait appel à la cohésion. Mais moi, je me dis qu'il était temps hier que lui aussi, il nous montre cet exemple de cohésion. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que moi, mon président, me parle de cohésion, mais autour de mon président, ça ne va pas.
On parle de toutes sortes de cohésion. Okay. Alors que ce sont eux qui nous gouvernent, ce sont eux qui nous dirigent. Madame, qu'est-ce que vous expliquez qu'il y a pas de cohésion autour de lui? Bon, moi je ne peux pas comprendre que le PM, après sa déclaration devant le membre du CNT, qu'un membre du CNT vient via les réseaux sociaux nous fait savoir que ce qu'il a dit n'est pas ce que la transition passe. Alors là, je me dis quelque part, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et comment peut-on parler de cohésion alors que vous qui êtes nos dirigeants, vous qui êtes nos gouvernants, entre vous-même, ça ne va pas. Il n'y a pas de cohésion. Alors, comme on le dit en Bomarakam, il va y avoir des conflits. Si ça ne va pas entre vous, comment vous pourrez nous parler de quelque chose comme concernant la paix et la cohésion sociale? Donc vous pensez que le chef de l'État devait profiter de cette fête-là pour s'affirmer, affirmer son autorité, ou qu'est-ce qui se passe? Moi, vous savez, lorsque le président Assimi est venu au pouvoir, moi, j'étais très rassurée parce qu'en lui, je voyais Amadou Toumani Touré, le général Amadou Toumani Touré, paix et salut sur lui. J'avais une très très grande conviction. Mais là où nous sommes, son calme me laisse perplexe. Parce que j'ai trop peur de quelqu'un qui est trop silencieux. Parce qu'on dit l'eau qui dort est très dangereuse. Donc je me dis, ça ne va pas. Et tout un chacun qui est autour de lui ne fait que parler à son nom. Le PM sort à chaque fois qu'il dit je parle au nom du président. Et le cerveau aussi, il est dans le CNT. Il parle au nom de qui? Au nom de ce même président. Alors, il est temps que le président parle. Il sort de son silence. Qu'il sorte de son silence pour ne pas nous laisser dans cette confusion totale. Voilà. Confusion totale, il doit sortir de son silence. Guido. Alors, bonjour chers téléspectateurs. Content de vous retrouver après, une semaine, n'est-ce pas, d'absence. Alors moi je dis qu'il y a une cacophonie totale donc au sommet de l'État. Moi je n'ai pas la langue dans la poche. Ah bon? Je dis ce que je pense, je dis ce que je vois. Je dis ce que certaines personnes pensent. Nous sommes dans les grains, on n'est pas dans des bureaux climatisés de tout, on est un peu partout. On entend ce que la population dit et nous sommes obligés. Ça commence à aller. Nous sommes obligés, en tant qu'hommes des médias, n'est-ce pas, de transmettre cela, n'est-ce pas, quitte à, n'est-ce pas, avoir un bon retour. Alors, moi, la présidente a dit tout à l'heure, je crois qu'il est bon maintenant. Il est temps de sortir des discours standards, et il faut prendre, n'est-ce pas, les difficultés du pays à bras le corps et donner des signes forts. Prendre le taureau par les cornes. Cette expression aussi, je peux l'admettre. Il faut prendre les taureaux par les cornes parce que la population est en train de souffrir au moment où, au niveau, n'est-ce pas, de l'État, il y a une cacophonie, c'est une cacophonie. Au moment où on appelle à la cohésion, on appelle à l'entente, la présidente l'a relevé, à leur niveau, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Vous appelez à la cohésion sociale, vous appelez à la paix. Vous-même, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente entre vous. Alors, qu'est-ce que la population va, n'est-ce pas, imaginer? Alors, donc, je crois qu'il est bon maintenant de sortir des discours, de santé battue et vraiment travailler à sortir ce peuple-là, n'est-ce pas, ce pays-là, dans l'ornière. D'accord. Travailler, sortir le pays de cette situation, en tout cas difficile, sécuritaire, économique et financière. De ce pas, on va à l'autre élément, comportement des hommes de médias en période de crise. Avec toi, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous posez une question qui, en réalité, devrait faire le quotidien de nos grands médias d'État, puisque le Mali est dans une période de crise. Par définition, la crise exige que les composants et les acteurs puissent être guidés par une communication bien orientée. Surtout en période de guerre ou en période de conflit, ce n'est pas la période normale. Donc la communication n'est pas permise à tout le monde, l'information n'est pas permise à tout le monde et la diffusion de l'information n'est pas aussi permise à tout le monde. C'est très important. Parce qu'à la matière, lorsqu'il y a un conflit, il y a la notion de sensibilité. Donc, les sensibilités qui exigent qu'on soit prudent. Or, ici, c'est l'inverse.
communications aujourd'hui au niveau du Mali, tristement d'ailleurs, dominées à tort ou à travers, à raison, par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, tristement, ne sont pas animés forcément par les acteurs et les professionnels, non seulement de l'information, mais de la communication, mais c'est tristement dominé par des gens qui, avant les smartphones, n'étaient pas connus. Ils n'étaient pas connus puisqu'ils ne sont pas des mondes de l'information ni de la communication. Et c'est eux qui dominent l'actualité et l'information sur le Mali qui est en période de crise très aiguë. La crise. Donc c'est eux qui ont pignon sur rue. C'est eux qui ont pignon sur rue. Oui, mais c'est triste de le dire, mais je vais aller par étapes pour qu'on comprenne mieux. Les gens qui, avant les smartphones, avant les web TV et consorts, on ne les voyait pas, ils n'existeraient pas. Parce que l'information est le propre des professionnels de l'information. La communication est le propre des professionnels de la communication. Aujourd'hui, X se met sur les réseaux sociaux, urgent, 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 urgent. Et il est important. Urgent est important. Il n'a pas non seulement les compétences, il n'a pas la capacité, il n'a pas les qualités et il n'a pas la légitimité. Parce qu'il n'est pas professionnel du domaine. Je parle en connaissance de cause. L'autre est assis aussi, un bon règlement, il semble-t-il qu'il est au Sénégal ou ailleurs, et il dit tout ce qui lui passe par la tête. Et il parle de la crise malienne, il parle de la politique malienne, il parle de tout. Sans respect de l'éthique de la Mais déontologie. comment il peut respecter quelque chose qu'il ne connaît pas? Il n'en ont pas. Non. Pourtant, il est dans ça, non? Non, quelqu'un qui n'est pas d'un domaine ne peut pas respecter ce qu'il ignore. Je suis désolé de le dire. Vous pensez qu'il n'est pas dans le domaine? Et l'homme qui est au Sénégal, le Rassaman, comment on l'appelle, il a un nom. Joe Bala. Mais écoutez, on respecte ce qu'on connaît. Quelqu'un qui ne sait pas une chose, il va respecter quoi? À la matière. Pourtant, celui qui est aujourd'hui. Il a un auditoire quand même. Non, l'auditoire, ça arrive à tout le monde, mais moi je parle ici en tant que professionnel, expert de la communication. Voilà. Il y a l'homme de la rue et il y a un professionnel. Et en période de crise, l'information qui, par nature, dont on doit faire quête, le traitement avant de diffuser, doit être sélective, de sorte qu'on puisse mesurer l'impact que l'information aura sur l'opinion consommatrice. C'est ça le fondamental. Est-ce que ce que nous disons... Mais est-ce que cela n'est pas respecté par ces réseaux sociaux, par les animateurs de ces réseaux sociaux? Mais vous parlez de respect, mais moi je suis désolé. On ne respecte que ce qu'on sait. Les gens qui ne sont pas du domaine doivent respecter quoi? Vous n'êtes pas chauffeur, vous pouvez savoir comment il faut, qu'il y a quelque chose de... Comment il faut freiner brutalement. Non! Il faut être dans le domaine pour savoir quelles en sont les conséquences, les risques et même la pertinence en période de crise. C'est ça qui est très important. L'information et la communication a d'abord premier objet la sensibilisation par rapport à un objectif qui est de ramener tout le monde à la cohésion. Et donc, la communication, si on veut aller dans ce cadre précis de la communication politique, c'est d'abord la compétition, les conflits et les guerres de vision, de projets de société, d'idéologie. C'est tout cela qu'on appelle la communication politique, c'est le conflit, l'entrechoc des visions différentes. Oui, et donc, pour arriver... Au niveau de la présidence, dans les départements, la primature, il y a les cellules de communication, il y a des professionnels là-bas qui animent quand même, non? Mais vous posez des très bonnes questions, c'est l'occasion qu'on le dise. Écoutez, on a trop de respect pour des gens qui ont eu la chance d'être nommés à des responsabilités, et ça, il faut leur accorder ce respect. Mais de grâce, c'est les mêmes qui préfèrent appeler les gens qui animent les réseaux sociaux, les Facebookman, et comment on les appelle, cyberactivistes, que d'associer, par exemple, M. Digo, qui est directeur des publications, M. Guindo, qui est directeur des publications, je ne citer que l'exemple de nous qui sommes ici. Et ils ne pensent pas, et ils pensent traiter beaucoup plus. Et c'est par celle-là qu'ils mettent le mal, en mal le pays. Parce que qui a parlé de Wagner ici? Ce sont eux. Qui ont dit que non, les Russes sont là, Wagner est là, on peut tout faire. Ils ont tout dit.
C'est eux qui ont amplifié Ils ont l'information. amplifié. Et après, mais les autorités sont venues pour dire il n'y a pas de Wagner ici. Est-ce qu'ils ont eu le courage de rectifier leur tir? Ils ne l'ont pas fait. Ils n'accompagnent pas les autorités. Ça s'est imprimé dans l'esprit collectif. Ils n'accompagnent pas, ils font quoi alors? Pardon? Ils n'accompagnent pas, ils font quoi? Mais ce qu'ils font est purement contradictoire à la vision des autorités. Les autorités disent nous n'avons pas de Wagner, nous avons des coopérants, des partenaires avec lesquels nous traitons selon la lecture de notre vision de la souveraineté. Et ils disent que cela était là. Ils devraient maintenant rectifier pour dire non, Euratom, ça existe. Nous nous étions trompés. Mais effectivement, il n'y a rien. Ça, c'est un premier facteur. Vous parlez des chargés de com, des institutions, on les respecte, mais quand il y a le débat, dans la courtoisie, il faut dire la vérité. Des gens qui ne savent même pas la mission qui est la leur. Ils sont nommés chargés de communication, ils ne savent même pas ce que c'est la communication. Mais qu'est-ce qu'il faut dire cela? Ah mais la réalité est qu'aujourd'hui, le pouvoir souffre. S'il y avait chargé de communication, comment le Premier ministre va sortir matin, midi, soir? Comment le Premier ministre va sortir matin, midi, soir alors qu'il a des communicants? Comment, alors qu'il a des conseillers? Comment on n'a pas de lecture? Tout ce qui se passe, la lisibilité sur les différents ministères dans cette période de transition, juste dans cette crise, on ne sait pas ce qui se fait au ministère de l'Agriculture, on ne sait pas ce qui se fait au ministère de l'Économie et des Finances, on ne sait pas ce qui se fait au niveau de l'artisanat, on ne sait rien de tout ça. Alors, qui devrait jouer ce rôle? C'est les communicants. Ton chef département a un chargé de communication. Oui, c'est quelqu'un qui est là, il a son petit pognon, il met en poche. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il s'agit d'un État. L'État a pour philosophie sa lisibilité, sa visibilité et convaincre les partenaires sur sa vision pour que les partenaires puissent l'accompagner. C'est ça la communication en période de crise. Il faut être accompagné. Je prends l'exemple de ce qui se passe au centre. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la communication de crise se lève un matin et dit non, les diatis c'est les peu. Oui, c'est les Dogons qui tuent les gens. Oui, c'est des comment on les appelle, les milices qui tuent. Mais ceux-là, on devait les appeler un à un. Et leur fermer leur Facebook. De la manière dont on a fermé RFI, France 24 heures. Tout cela devrait être rayé. On va revenir à ça avec la loi 056 du 5 décembre 2019. On va revenir sur la cybercriminalité. Sans transition, madame, vous avez écouté ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous pensez? Quel doit être le comportement des hommes de médias en période de crise, surtout actuellement là où nous sommes? Pour parler du comportement d'hommes de médias, il faudrait que je ne dirais pas l'État, parce que selon l'ancien ministre Ousmane Sy, le Mali est un pays qui est en quête d'État. Mais il faudrait que nos dirigeants de la transition puissent vraiment donner cette opportunité aux hommes de la presse. Mais moi, selon mes remarques que j'ai faites sur les réseaux sociaux, j'ai vu que nos dirigeants travaillent plus avec ces novices de la communication, des réseaux sociaux, qu'avec les professionnels. Parce qu'il suffit qu'un sujet d'État tombe pour qu'il commence à insulter, à sortir pour dire prendre le sujet en main et commencer à prodiguer des insultes. Et je vois qu'il n'y a aucune mesure qui est prise. Aucune mesure n'est prise. Donc, quelque part, je ne les en veux pas. Parce que je me dis que ce n'est pas eux. Il y a quelqu'un de très lourd derrière eux. Parce qu'on dit que l'ignorant, tout le monde, l'ignorant profite bien aux plus intelligents. Parce qu'ils profitent de cette ignorance pour dominer les gens. Et il faudrait que nous autres qui avons su comprendre cela, il faut que nous puissions vraiment faire quelque chose. Parce que je vous dis, M. Diko, moi j'ai vu une de mes amies, c'est une intellectuelle. Un beau jour, on parlait de la transition et elle a pris le cas d'un de ses vidéomans comme exemple. Et j'ai remarqué qu'elle suivait ce vidéoman. J'ai dit, mais c'est que tu ne sais pas, ma chère, est-ce que tu sais que ce même vidéoman est sorti pour insulter le président Assimi? Parce que lorsque le président Ibeka est décédé, il y a un d'entre eux qui s'est permis d'insulter la dépouille du président Ibeka. Et lorsque les juges ont enfermé ce dernier, le même vidéoman est sorti pour insulter, dire tout genre de choses sur le président de la transition. Et quand je te vois l'écouter aujourd'hui,
Vraiment, ça me pousse à avoir pitié de toi parce que je me dis, tu ne sais pas dans quoi tu te mets. Souvent, ces gens-là, ils sont vraiment beaucoup de gens qui les écoutent et qui prennent, même pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec un de mes anciens élèves. Je l'ai fait savoir que, je l'ai dit que moi, je ne peux pas comprendre que tu puisses aller à l'école, avoir un diplôme, et que tu ne parviens pas à t'asseoir, analyser les faits de la société, analyser la manière dont ton pays est en train de diriger, que tu te permets de t'asseoir sur les réseaux sociaux et d'écouter quelqu'un qui ne connaît même pas la route de l'école, qui n'a même pas de diplôme, qui n'a jamais fait de politique dans sa vie, et d'écouter quelqu'un qui dit même, qui le dit, parmi ces bureaumanes, il y a un qui a eu à dire un beau jour qu'un de nos dirigeants l'avait mis au travail, qu'il l'a fait, mais ce dernier ne l'a pas payé. Il dit que lui n'est pas maudit, il dit clairement. Il dit que quand lui il fait ton travail, tu le payes. Bon, quand ce dernier dit cela et que moi je me permets d'aller écouter celui-ci encore, c'est comme si je brûle non seulement mon forfait, je mets moi-même mes connaissances en doute. Mais c'est cela, je ne peux pas me diminuer. Moi, à quoi bon aller à l'école? D'avoir ces expériences-là et de ne pas pouvoir faire tes propres analyses. Donc à ceci, on ne peut pas demander l'éthique et la déontologie. On ne peut pas demander cela, d'autant plus que ce sont nos dirigeants même qui les encouragent. Guido, les dirigeants les encouragent. Est-ce que les attitudes aujourd'hui de ces réseaux sociaux, en fait, ceux qui les animent, c'est l'acier avec la situation que nous vivons aujourd'hui? Non, vous savez, l'importance, le rôle, la place et l'importance, n'est-ce pas, des réseaux sociaux dans la gestion des pays. Moi, je prends par exemple le cas des États-Unis, à l'époque Bush fils, comment il a gagné les élections. Il a utilisé l'expression « nous avons lutté contre la guerre ». C'était parce qu'il y a eu déjà les frappes du 11 septembre. Donc les Américains avaient besoin, n'est-ce pas, de l'ensemble, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, de leur pays. Donc c'est dit que c'est extrêmement important. La communication, l'information sont des éléments, n'est-ce pas, importants. Alors, moi, je n'ai plus le temps, avant de venir ici, n'est-ce pas, sur ce plateau, de faire quelques ébauches, n'est-ce pas, de la définition, d'abord, de ce que c'est que... alors, d'abord, revenons à la définition même d'une crise. Alors, d'après le dictionnaire Larousse, il s'agit d'un moment difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité, etc. On peut également rajouter qu'il s'agisse d'une période de tension conflictuelle, donc pour ce qui nous concerne maintenant, d'une situation de déséquilibre grave ou de rupture préoccupante. Alors, nous sommes en période, n'est-ce pas, de crise. Moi, je prends par exemple sur le département donc, du ministère de la Défense et des anciens combattants, n'est-ce pas, quand on sait le travail important que l'armée abat sur le terrain. Alors à ce niveau-là, il est extrêmement important pour nous que ce département-là, si ce n'est pas fait, mettre d'abord une entité, n'est-ce pas, parallèle de la DIRPA, hein, parce que la DIRPA aussi existe, ça c'est la cellule de communication. Mais il faudrait avoir une cellule de communication parallèle au sein du ministère de la Défense pour être pro-réactif, de donner l'information, d'anticiper, n'est-ce pas, que de laisser des personnes, parce qu'elles sont populaires sur les réseaux sociaux, parce qu'elles sont pas journalistes, hein, mais oui, parce qu'elles ont 200, 300, 400 000 personnes. D'abord, quand on voit le chiffre, on dit non, celui-là est suivi, alors il faut que je l'approche. Mais non, c'est extrêmement grave. Et quand je vois des gens communiquer autour de ce qui se passe au nord, chaque fois on attire l'attention ici, il ne faut jamais communiquer sur les chiffres de notre armée. L'ennemi, donc, on peut communiquer. Parce qu'eux, ils sont très forts en propagande. Les terroristes sont hyper forts en propagande. Alors, il est extrêmement important que l'autorité, en ce qui concerne l'information, la communication, faut mettre des gens compétents à la place, hein, à des endroits qui sont susceptibles, n'est-ce pas, d'être réactifs en termes de communication. Nous avons les choses Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons Twitter, nous avons Instagram. Alors, il faut occuper cet espace-là. Parce que nous sommes de la presse écrite. Vous savez que les journaux, le papier, ça ne se vend plus même. Ouais. Tout le monde, il suffit de cliquer seulement sur ce qui se passe aux États-Unis, vous avez l'information. Alors, c'est un outil extrêmement important, on le dit tout le temps.
et que nos dirigeants doivent, n'est-ce pas, choisir et travailler en fonction, mais qu'ils mettent, n'est-ce pas, l'information, la vraie information, et n'est-ce pas, sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux, que de laisser une tierce personne, parce qu'elle a 2 ou 3 000 ou 5 000, voire même 1 million de personnes, et dit, on va, ce gars, il est suivi, alors donc on va l'accompagner. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il est extrêmement important de mettre, si ce n'est pas fait, je ne sais pas au niveau du ministère donc, de la Défense et de la combattants, si c'est fait, ou si ce n'est pas fait, pour ce qui concerne le département, il faut le faire rapidement. Mettre une cellule de gestion des crises en termes de communication et d'information en place et d'être hyper réactif et d'être pro-réactif pour véhiculer l'information. Donc, Touali, si je comprends bien, si je vous comprends, il faut que l'autorité se ressaisisse, essayer d'associer la presse professionnelle pour l'accompagner et donc s'appuyer sur du tout venant sur ce travail, cette profession de journaliste qui n'est pas donnée à n'importe qui, parce qu'on regarde effectivement que la presse, elle est ratatinée, elle est aplatie, elle est pratiquement à faute, elle ne peut plus parler. Parce que la phrase mise en place, c'est pour ça que je comprends pourquoi le Premier ministre n'était pas content au CND que la presse le charge, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas compris qu'il doit revoir sa suite de communication. En tout cas, la façon de communiquer aujourd'hui, elle n'est pas bonne du tout. Tout le monde a une année là-dessus, il faut la revoir. C'est ton avis? Oui, mais il n'y a pas de communication pour qu'on la juge. Pour qu'on puisse juger aussi la communication, il faut qu'elle ait existé. La communication étatique est nulle. Je suis désolé. Mais c'est trop fort, ça. Ah oui, mais elle est nulle. Et comment ça? Ah oui, parce que même au niveau de la télévision nationale, les thématiques devraient faire en sorte qu'on réunisse des spécialistes d'un sujet bien précis autour du sujet pour qui en parle. On ne le fait pas. Si ce n'est pas peut-être la télé privée africaine qui fait l'effort d'organiser des débats. Par exemple, la Cour de justice de l'UEMOA est parlé, n'est-ce pas, à un moment donné, en matière de communication, ce sujet, leur thème de faire, c'est l'approprier, appeler des experts du droit qui vont nous analyser la question sur la forme et sur le fond. Or, si on ne le fait pas, on aura une idée, un sens unique. Est-ce que c'est le Mali qui a tort éternellement ou c'est la CEDEAO qui a tort éternellement? On n'apprend rien. Or, en matière de communication, les institutions telles que de l'État, telles que l'ORTM et d'autres canaux pouvaient aider à éclairer les populations sur les enjeux, les bien fondés de cette d'une situation ou de... Et même si l'État a pris une position, la position de l'État après que le ministre en porte-parole du gouvernement ait parlé, l'ORTM devait organiser le débat autour de ce sujet. Mais on nous dit simplement, on reçoit, monsieur le ministre, vous avez la parole. Et le chef porte-parole, il dit, c'est fini et c'est fini, c'est clos. C'est pas comme ça la communication. C'est purement l'information. Il y a l'information et il y a la communication. L'information, c'est de donner la nouvelle. Et la communication, c'est de faire le débat autour de l'information. Pour que ça aide les populations à davantage comprendre les bien fondés de l'information, les contours de l'information, les enjeux autour de l'information. C'est ça la communication. Or, si on se met simplement dans la logique des journaux parlés, c'est l'information. Le journal parlé, c'est l'information. Le journal des 20 heures de l'ORTM, c'est l'information. Et si l'ORTM fait son journal, on appelle le ministre, il a lu, il est parti. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont retenir quoi? Et c'est fini. Et les gens, on va faire passer le communiqué à travers les réseaux sociaux et rien. Et surtout les lire en français. Hein. Voilà. Que ça soit même lu à Pambara ou à Pérou, c'est pas ça le fond. Ça va rester dans la logique de l'information. Or, le Mali a besoin de communiquer. Pourquoi aujourd'hui les médias occidentaux, tels que RFI et autres, ont été demandés de quitter le pays? Le vide, il faut le remplacer. Si on a la capacité de mener la communication au sens aigu du terme, on peut appeler M. Guindo, M. Boukari Diko, venez sur le plateau de l'ORTM. Voilà un sujet. Quelles sont vos opinions là-dessus? On appelle les différentes sensibilités. On fait le débat, même les gens peuvent se tirer les cols là-dessus. Mais ça aura permis
de comprendre. Ça, c'est la première lecture de la communication qui manque au niveau étatique. Au niveau des différents ministères les plus sensibles, par exemple le ministère de l'économie et des finances, il n'y a pas de débat autour de ça. Le Malien ne sait pas. Les conséquences de l'embargo, ou comment on résiste à l'embargo, il n'y a pas de débat autour de ça. Donc il n'y a pas de communication pour qu'on l'apprécie. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, les gens qui sont supposés, les chargés de com au niveau des différents, mais surtout au niveau de la primature, hein, c'est lui qui devrait détecter les professionnels des médias pour aller les chercher, pour travailler avec eux. Même si vous, les professionnels des médias, vous leur demandez audience, ils ne vous écouteront pas. Mais ils préfèrent recevoir les Kaki 24, comment on les appelle, je vais les nommer ici, Tierno, comment on l'appelle, ouverture média, ceux-là, ils sont plus crédibles. 10 000 fois plus crédibles que les professionnels des médias. Or, en matière, en période de crise, la communication étant très sensible, on doit se dire, on a l'information, on la diffuse comment? Quel va être l'impact de l'information? Est-il nécessaire ou pas? Il faut une cellule de réflexion des communicants pour travailler et trouver le vocabulaire approprié dans cette diffusion, de sorte que ça ne puisse pas retourner contre. Je donne un autre exemple, on va peut-être en parler. Au CNT, les différentes sensibilités se sont prononcées, ont posé des questions au Premier ministre. Lui aussi, il a eu le courage de répondre comme il le peut à la matière et c'est fini. Silence radio. Oh, ça devrait faire l'objet de réflexions. Ça permettrait aussi aux citoyens de comprendre quelle est effectivement la mission d'un parlementaire. Est-ce que c'est lui qui est habilité à poser des questions au Premier ministre, oui ou non? Mais si on ne fait pas une telle communication, on va insulter celui qui pose des questions au Premier ministre. On a frappé l'autre, Moussa. Les gens même sont allés dire que le maudit. On a vu le truc des égouts. Mais est-ce que Moussa n'est pas parlementaire? Est-ce que lui, ce n'est pas sa mission d'interpeller le Premier ministre? Est-ce qu'il n'était pas dans son rôle? Donc s'il est dans son rôle, qu'il ait peut-être mal parlé, ou ce qu'il a dit ne correspond pas, mais faites un débat autour de ça, pour qu'il ne soit pas aussi lynché et livré à la verdict publique, parce que c'est un parlementaire du Mali qui s'est exprimé face à son Premier ministre, qui était venu devant les parlementaires pour leur proposer le programme d'action gouvernementale. Si ils n'avaient pas approuvé, ça ne passerait pas. Donc s'ils ont approuvé, c'est bien normal qu'ils demandent des comptes. Cela n'est pas un crime. Mais est-ce que les citoyens comprennent ça? Nous sommes aujourd'hui ici. Je vais finir par cette info. Vous, M. Diko, vous pouvez avoir un langage que vous avez mis au sens professionnel du terme. Les citoyens lambda n'a pas compris du Fadé Mali, comment on les appelle là, Djoudé là. Voilà. Fadé Djoudé. Tout ce que tu as publié dans Mali demain pour défendre le Mali, les gens ont mis ça dans tes mots. On oublie. La seule phrase. On enterre tout ce que tu as fait. C'est comme si tu n'as jamais rien fait de bon. Mais tout ça, c'est la communication qui va aider à comprendre que les débats ne peuvent pas être l'objet des ennemis, mais les débats permettent, n'est-ce pas, d'enrichir l'opinion et à travers les débats, dégager la vision laquelle on peut emprunter pour accompagner. Parce que tout le monde est dans la dynamique. Vous l'avez dit, le Premier ministre même a dit, les hommes de la presse bâtards qui me chargent tellement que ça leur permet de faire de bonnes publicités, c'est-à-dire de production. Mais cette boutade n'est pas mauvaise en soi. Il voudrait simplement dire qu'il faut qu'on travaille avec le professionnalisme. Mais la seule chose, c'est que ce n'est pas les gens des journalistes et autres, c'est leurs Facebookers. Parce que c'est les chargés de communication qui préfèrent travailler avec tous ceux qui n'ont rien à voir avec la profession de l'information, du journal, de la communication, mais qui sont des gens qui peuvent passer leur temps à insulter XW et il n'y a rien. D'accord, et il n'y a rien. Et ça, il faut parler à ça. Je pense que cette information va passer au plus haut niveau. On va tout de suite parler souvent de ces cyberactivistes qui, à les écouter, à les voir parler sur leur page, full au pied l'éthique et la déontologie. D'où on revient à la loi 056 du 5/12/2019 sur la cybercriminalité
Et quand on regarde cette loi, l'article 5 par exemple 2 dit qu'elle s'applique à toute infraction commise au moins des technologies de l'information et de la communication antique, ou en tout ou en partie sur le territoire de la République du Mali, toute infraction commise dans le cyberespace et dont les effets se produisent sur le territoire national. Et on a vu avec cette loi qui est votée depuis 2019, c'est avec le procureur de la commune 4, Ibrahim Abdou Touré, qui est en train de l'appliquer, qui est en train de mettre l'ordre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, comment voyez-vous cette loi et comment voyez-vous en tout cas les actions posées par le procureur de la commune 4, M. Touré, madame? Ok, merci M. Diko. Moi, je félicite d'abord le procureur. Je le félicite parce qu'il y a quelques années de cela, je voyais des gamins de 10 ans, 7 ans, poignarder des amis parce qu'ils entendaient des chansons dans lesquelles on disait aux jeunes: tu n'es pas un homme quand tu ne parviens pas à tuer quelqu'un, tu n'es pas un homme quand tu ne te drogues pas. Mais grâce à Dieu et grâce à lui, aujourd'hui nos enfants peuvent se promener ensemble, s'amuser ensemble, sans qu'il y ait de tuerie. Mais je me dis qu'il reste à faire. Parce que moi, je les vu agir à travers le Mali. Mais pourquoi pas en dehors du Mali? Parce que beaucoup de ces gens qui sont en train de faire du feu maintenant sur les réseaux sociaux ne sont pas au Mali ici. Et pourtant, il n'y a même pas un mois, j'ai lu un truc sur la Guinée. Une jeune dame qui était hors de la Guinée, qui se permettait d'insulter les dirigeants. Mais ils ont porté plainte contre la dame pour qu'on la fasse venir en Guinée pour qu'elle soit jugée. Un mandat d'arrêt. Oui, un mandat d'arrêt contre la dame. Donc quand je ne vois pas cela, je me dis qu'il y a beaucoup à faire. Et il est vraiment temps que le procureur agisse. Parce que surtout nous, bon, je me dis oui, je viens de le féliciter. Ouais. Mais il y a quelque chose qui reste à faire. Okay. Et cette partie, il faudrait que je puisse lui dire pour qu'il ne se mette pas en tête que tout est déjà réglé. Ouais. Voilà, parce que quand je vois maintenant aujourd'hui, je me dis que quel avenir nous avons à donner à nos enfants, à part des vulgarités, des gros mots sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai été étonnée tellement que ces vidéomans ont pu vraiment impacter les gens. Wallahi, moi j'ai vu des cadres de ce pays, je les vois commenter, ils disent des insultes, des gros mots dans leurs commentaires. J'ai été donnée, j'ai dit, mais où nous partons? Nous qui sommes censés donner des bons exemples à nos enfants, si nous-mêmes, tel est nos comportements, quel exemple allons-nous donner à ces enfants? Quel avenir pour ces enfants du Mali? Un pays dans lequel on dit les 61% de la population sont des jeunes et des femmes. Et comme je vois que les quelques-uns qui ont pu vraiment avoir ce sens de réflexion se permettent de suivre des gens qui n'ont aucun sens de réflexion, je me dis où nous allons. Donc je me dis que pour que le procureur puisse encore mieux nous satisfaire, il faudrait que son mandat puisse aller au-delà du Mali. Et nous aurons une solution pour le cas du Mali. Je pense qu'il va le faire. Déjà, vous avez vu qu'il y a eu 5 mandats internationaux contre des dirigeants, en fait, des cadres de ce pays qui sont à l'étranger. Ça veut dire que ce que vous venez d'essayer n'est pas exclu. Il nous entend, je pense qu'il va agir dans ce sens-là. Ok, je l'espère. Parce que le cas des cadres de ce pays, c'est un cas, mais je me dis que s'il y a un cas plus précis, c'est celui-ci. Parce que l'éducation, c'est la base de toute société. Oui. Quand ça ne va pas, rien ne va. Et quand on commence déjà à montrer à nos enfants que même si quelqu'un est sur le droit chemin, il faut l'insulter pour l'influencer, pour qu'il puisse quitter le droit chemin et suivre les menteurs. Et suivre vraiment, je ne sais pas, ceux qui ne disent rien de bon, ceux qui ne sont pas là pour faire développer le pays. Et là, un enfant qui grandit dans ce système ne pourra se répéter les mêmes scènes. Donc je me dis qu'il est vraiment temps. L'éducation, c'est la base de toutes choses. Voilà. Guido. Oui, moi je suis
je veux parler également de la communication. Je crois qu'on a fait une transition, mais c'est extrêmement important, n'est-ce pas, en cette période de crise. C'est extrêmement important de communiquer à tous les égards. Quand mon confrère a parlé de communiquer du ministre, tout, et quand j'ai attiré l'attention pour dire qu'il a communiqué en français, la langue aussi a un impact au sein, n'est-ce pas, de la société. Tu sais qu'au Mali, je n'ai pas les chiffres, mais combien de pourcents d'analphabètes au Mali qui ne comprennent pas le français, etc. Alors je pense que pour ce qui concerne l'État, il faut communiquer en français et éventuellement faire traduire en langue nationale de façon à ce que ça impacte n'est-ce pas, sur la personne. Donc la communication, le langage est extrêmement aussi important, n'est-ce pas, en cette période de gestion des crises. Maintenant, pour ce qui concerne la loi 056 du 5 décembre 2021, je crois que c'est une loi qui a été, 2019, je crois que c'est une loi qui a été prise sous l'IBK, pour ne pas le nommer, mais ça a contribué, ce côté laxiste aussi a contribué, n'est-ce pas, à la chute de son régime. Parce que quand on prend une décision de loi, on la promulgue, il faut l'appliquer. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, quel que soit ce que ça fait. Dans bien de pays voisins, on sait ce qui se passe. Il ne communique pas qui veut dans ces pays-là. Vous parlez de l'armée, tout de suite, les gens sont en report. Je prends le cas lors de la chose, juste une petite parenthèse pour dire que lors de l'élection à la FIF, il y a quelqu'un qui s'est permis sur les réseaux sociaux d'insulter la maman de Didier Drogba. Mais dans les 72 heures qui ont suivi, mais le gars il est en prison. Il a 6 mois de prison, ils sont 2. 6 mois de prison ferme. Parce qu'il a utilisé l'injure à travers les réseaux sociaux. C'est des lois qui existent en choses, n'est-ce pas, dans différents pays. Alors quand on prend une décision de grâce, il faut l'appliquer même quand ça fait mal. Bon, pour revenir au procureur Touré, quand ils ont commencé, parce qu'il y a eu un silence quand même, en 2019, mon cher, il y a eu un silence. On a insulté père et mère des plus hautes autorités ici. Moi, je me pose la question, savoir où était Touré. Il n'était pas en communicateur à l'époque. Mais cette loi, c'est quand il est arrivé qu'il l'a réveillé. Cette loi, elle s'étend sur tous les territoires nationaux. Tu n'en dis combien? Voilà, non, c'est juste parler. Où était M. Touré? Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas un excellent travail. Il fait un excellent travail. Mais s'il y avait 2, 3, voire 4 ou 5 Touré comme ça, je vous jure que la scène sociale, les injures, tout ça, serait déjà nettoyé. Il fait de son mieux, il fait un excellent travail, il a les satisfecits de la majorité de la population, les femmes le félicitent. Mais je pense qu'il faut aller, n'est-ce pas, au-delà. Quand on prend une décision de loi, quand on la promulgue, il faut l'appliquer. Il faut absolument l'appliquer. C'est en cela que les gens comprendront, diront, ah, une fois, chose de l'autre a été arrêtée, donc je vais me méfier. Mais jusqu'à présent, il y a eu une certaine pause. Mais jusqu'à présent, moi j'entends des gens insulter. Non, vous pensez qu'il y a une pause, mais je pense qu'il continue. Il n'y a même pas 2 semaines, il a interpellé 1 ou 2 jeunes par rapport aux propos des réseaux sociaux. J'ai témoigné de cela, parce que là, j'étais là, j'ai vu. Mais à ce niveau aussi, voici l'importance de l'information de la population. Parce que quand vous prenez les gens discrètement, c'est vrai que la justice a le droit de réserve aussi, n'est pas trop dangereux, mais il faut que tout le monde sache ce qui se passe. Qui c'est qui a été arrêté, pourquoi? Pour ne pas que l'autre puisse refaire la même bêtise. C'est extrêmement important. La communication, les choses là, l'information, ça revient, c'est tout un ensemble, ça revient dans toutes les activités socio-professionnelles et politiques, n'est-ce pas, de la gestion de l'État. Il faut qu'il continue. Nous avons dit ici, moi je le dis déjà, on va voir comment est-ce qu'on peut rencontrer le procureur, lui tirer une interview éventuellement, lui faire un satisfait. On va le faire ça. À partir de là, on va le faire. Quand tu travailles bien, il faut être président. Mais il faut que ça aille au-delà. Parce qu'on a des Ivoiriens, on a des Maliens de la diaspora qui insultent. Même ce matin, je ne peux pas la nommer. Il y a une dame malienne qui vient de la diaspora, qui insultait père et mère de quelqu'un. J'ai vu ça ce matin. C'est vrai que ça s'étend sur le territoire. Cette loi-là, je crois que les gens ne savent pas, mais ça s'étend uniquement sur le territoire national. Alors, il faut aller, n'est-ce pas, au-delà. C'est extrêmement important. Oui, je vais à ce niveau dire merci à mes 2 co-débatteurs qui ont, avec lucidité, développé cet aspect. Et pour ce qui est donc de la cybercriminalité, ce n'était pas au départ dédié au monde de la presse, des gens qui pouvaient changer de profil pour escroquer des gens, pour faire du faux et pour même faire du tort à d'autres personnes. C'est ça le sens de la cybercriminalité.
Donc, quelqu'un qui dit je vais t'amener aux États-Unis, je suis quelque part, ou d'autres te filment sans t'en rendre compte, ils te font du chantage, voici ton image, ainsi de suite. Donc, tout cet ensemble-là constitue la cybercriminalité. Au-delà de la cybercriminalité, c'est inviter la dimension politique et que des hommes politiques qui pensent que X les dérange, il va encourager un cyberactiviste, parce qu'il y a les cyberactivistes, et qui va insulter son adversaire pour le noyer. Ou l'autre m'a mis mal à l'aise, je voudrais que tu lui règles ses comptes. Et à telle enseigne que je peux aussi imaginer que ça peut déjà même mettre à mal souvent le procureur lui-même, parce qu'on peut interpeller X et il n'aura rien. Il y a des cas, il y a des gens qui ont commis des choses et après ils sont sortis, ils sont libres, il n'y a rien. Par conséquent, d'autres ont été pénalisés. Bon. Oui, mais ben le cerveau, avec parrainage, c'est devenu comment? Non, on ne sait pas si la justice est en cours, hein, parce qu'on n'en a Non, plus entendu c'est une parler. question, justement. Oui, justement, je reprends cette question. C'est pour te dire, il Ouais. faut appliquer la loi, Absolument. quelle que soit la personne. Ça, Et c'est- même pour ajouter un additif à ce que tu viens de dire, l'ancien député de la commune 4, Moussa Diarra, on a entendu ce qu'il a dit. Hein, les vidéos sont là pour l'illustrer. Il faut tirer sur la population. Mais il n'a pas été inquiété, je crois qu'il a été interpellé puis libéré. Voilà. Mais c'est des expressions qui sont hyper graves. Ne pas le laisser sortir automatiquement. Ouais. C'est grave. Bon, on ne sait pas pourquoi le procureur, il sait, c'est lui qui sait pourquoi il a laissé partir. Nous, on ne peut pas juger à sa place, mais c'est lui qui sait. Peut-être qu'on aura l'occasion, on lui posera la question de savoir tel cas, comment ça se passe, parce que les citoyens veulent savoir réellement ce qui se passe. Parce que ça va crédibiliser davantage les actions qu'il va poser au nom de la justice malienne, de l'État malien, et ça va pousser aussi les citoyens à faire confiance à l'appareil d'État. Et ceci étant dans le même idée, on a vu le 21 avril dernier, vous avez parlé du cas de Moussa, c'est vrai qu'il est dans son rôle d'interpeller le chef du gouvernement. Mais bon sang, il y a la manière et la façon d'interpeller une autorité. Choguel, c'est pas Choguel. C'est la troisième personnalité de l'État après le président de la transition, le président du CNT. Comment un membre du CNT qui croit qu'il est dans la rue peut se permettre un tel langage? C'est ça qui a été fustigé par les sages de Ségou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui ont mis une fatwa sur lui. On va revenir sur ça. Et encore l'autre qui était dans l'hémicycle, au lieu d'interpeller le Premier ministre dans l'hémicycle, il sort, il va dans la rue, il fait exactement, sinon pareillement, comme nous, ça, on a nommé Ben Alamandjara, dit Ben le cerveau. C'est-à-dire, de l'avis général, les gens qu'on a interrogés à Bonampo, même à l'intérieur, à Sikasso où je suis passé, ils pensent que l'attitude de certains membres du CNT, c'est excusez-moi l'expression, de l'impolitesse et l'insolence caractérisée qu'ils ont amenés dans le CNT et qui affaiblit l'image du CNT qui est une institution quand même de la République. Et quand on est membre d'une institution, il faut savoir raison garder. Soit on démissionne et on va se livrer à ces activités d'activisme, ou on ne peut pas rester au sein du CNT et se comporter de la sorte. On a vu sous d'autres cieux, on interpelle le chef du gouvernement pas avec ce ton-là, comme si c'est quelqu'un qui parlait avec son petit copain, excusez-moi de l'expression. Et vraiment, ça a outré les gens. Et on est là pour débattre de ça. Monoko, je ne sais pas quelle est ta réaction, parce que je vois que ta langue est en train de revenir déjà. Oui, vous savez, moi je suis un terrain de communication, c'est là-bas je suis professionnel. Et donc, la presse, le journalisme, c'est aussi mon travail. J'ai choisi de faire son travail. Donc je voudrais qu'il rentre dans son contexte. Nous avons ici affaire à des institutions, qu'on parle de l'Assemblée nationale et qu'on parle de la primature. C'est deux grandes institutions de l'État et en même temps de la République. Vous comprenez? Et donc, si j'ai parlé, donné le cas de Moussa parce qu'il était dans son rôle de député, est-ce à dire que tout ce qu'il a dit est bon? C'est parce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il a raison de dire ce qu'il a dit. J'ai dit il parle en tant que député qui a mission de contrôler l'action gouvernementale, de faire des propositions de loi et de voter des lois. Et c'est lui qui est bien habilité. Député entre guillemets. Je viens. Non, je viens. Voilà, parce qu'il est nommé, il n'est pas élu. Non, mais
Et même honorable, c'est entre guillemets. Les gens Oui, confondent, mais- c'est les conseillers. Non, laissez-moi terminer. Il faut qu'on se le dise. Hein. Les gens Ils sont pas nommés, ils sont nommés, ils sont pas élus. Je viens. Les gens confondent à partir du moment où la Cour constitutionnelle a refusé de Voilà. faire le même Donc, je pense moi, qu'ils je sont les pas appelle jamais honorables. députés, moi, je les appelle des conseillers. Je suis d'accord, Eh bien, mais dans ce cas, il ne faudrait pas appeler votre PM dans ce cas parce qu'aucun membre de la transition n'est dans la légalité. Hein. On dit qu'on est dans un moment d'exception. Quand on est dans un moment d'exception, on peut dire qu'il y a un président d'exception, il y a un PM d'exception et il y a un député d'exception. Et nous, ça n'était pas là-bas en tant que nous, ça aussi. Hein. Il était là pour représenter le peuple malien, étant un membre de le peuple malien. Parce que bien vrai qu'il n'est pas député comme lui le dit, s'il n'est pas député comme lui le dit, est-ce que notre président assigné est président? Madame, Non, moi laissez-moi vous demander. Vous pensez que le ton et l'attitude qu'il a adopté, c'est normal? Non, je vous demande, vous pensez que c'est normal ça? Je ne vois pas l'attitude. Je ne vois pas l'attitude. C'est ce que les gens Moi, dénoncent. je ne vois pas l'attitude. Moi, je ne saurais le ton lancer et l'attitude employée, c'est ce qui dérange. Monsieur Diko, je peux parler. Oui, allez-y. Lorsque vous-même, vous venez de dire qu'il n'y a pas de communication, pendant qu'on me dit, moi, il n'y a pas de communication, les gens veulent voir communiquer. L'État ne communique pas. Et là, les gens sont frustrés, les gens sont dérangés, les gens sont vraiment, je ne sais pas, ils sont dans le noir. Ils sont dans le noir. Et par fini, lorsqu'ils voient le PM, vous voyez le côté PM, mais c'est cette frustration qui est restée, qui est bloquée en eux pendant 10 mois. Parce que, il vient de dire, le PM n'est pas n'importe qui. Moi, le jour où on nommait le PM, j'étais contente parce que je me dis que ce PM, il aura la solution. Je vous dis, M. Diko, les autres peuvent parler, mais moi, je me rappelle, je suis sortie dans ce mouvement M5. Moi et mes parents, on a ramassé des blessés à Dar es Salaam. Je suis témoin direct ou actrice même de ce mouvement. J'ai ramassé des blessés, les soignés dans ma famille. Parce que lorsqu'ils partaient donner la lettre au président Ibeka, c'est à Dar es Salaam que les militaires étaient assis pour les attendre. Et c'est devant ma rue. Parce que ma rue, c'est la dernière rue avant d'arriver même au jardin du 50e. Et c'est nous qui avons ramassé les blessés. Donc moi, je ne peux pas comprendre que nous risquons notre vie. Que des gens meurent pour qu'ils puissent avoir le changement. Que le PM vienne. Qu'il devienne un PM budgétivore comme Ibeka. Moi, je suis là, je ne prends que mon salaire. Mais je suis obligée, un bidon d'huile que j'ai acheté à 4500 francs, je suis obligée d'acheter cela à 7500 francs aujourd'hui. Donc là, je me dis que ça ne va pas. On parle d'embargo. L'embargo est venu, a été imposé par la CEDEAO pour punir un peuple innocent qui n'a rien fait. Mais est-ce qu'il n'était pas temps aussi que nos dirigeants puissent mettre en tête que si la CEDEAO punit notre peuple pour nous aussi nous devons nous sacrifier pour ce peuple qui est déjà fragilisé. Je dis que moi j'ai été à Farabougou, moi j'ai été à Djabali, j'ai été à Dokofri, j'ai vu ces populations-là, je sais de quoi je parle. J'ai vu des fonctionnaires qui sont en train de prendre leur famille en charge, mais qui ont des familles aussi qui sont dans ces zones. Ils étaient obligés de prendre une autre maison pour qu'ils quittent Farabougou pour venir à Ségouville. Non seulement ils nourrissent leur famille, ils nourrissent aussi ces familles-là. Payer les loyers au Mali aujourd'hui, c'est cher. Tout est cher. Maintenant, quand ça ne va pas, et qu'on ne laisse pas les gens parler. Quand tu parles, on demande à un cyberactiviste de t'insulter sur les réseaux sociaux. Et que l'occasion se présente. Le PM, là, il n'est pas devenu payant pour n'importe qui. Il est devenu payant pour le peuple du Mali. Il ne peut pas être plus important que le peuple du Mali. Et nous, on s'arrêtait là-bas pour représenter moi, pour vous représenter, pour représenter l'ensemble des peuples du Mali. Et dire qu'il n'est pas légal. C'est que dit quand on dira que le CNT n'est pas légal. Quand le jour où le PM est parti présenter son PAG, c'est devant ce CNT illégal. C'est devant ce CNT illégal. Là, je ne partage pas cet avis. Moi, je me dis qu'il est temps que le PM communique. Tant qu'il n'y a pas la communication, il y aura toujours des cas comme Moussa. Il y aura toujours des cas comme Moussa. Les gens peuvent voir le côté, la manière dont Moussa a agi. Mais il suffit de voir les 10 mois durant lesquels il n'y a pas eu de communication. Madame, c'est là où on ne se comprend pas. Nous, on ne dit pas que Moussa n'a pas de droit, il est dans son rôle. On a dit le ton et la manière, ça ne passe pas dans l'opinion nationale, ça ne passe pas.
C'est ça le problème, madame. Eh bien, moi, je crois que c'est la passé. Écoutez-moi. Non, ça, même les jours où on nommait le PM, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il fait partie des gens qui n'étaient pas d'accord. Moi, j'aurais aimé que nous autres qui ont voulu que le PM soit Premier ministre, j'aurais aimé que le PM montre à nous ça que même s'il n'était pas d'accord, que lui, il l'a convaincu à travers ses actes. Et non que le PM même vient nous dire que lui, c'est au côté sécuritaire que ça va. Que les 3% de nous, ça, ce sont les 30% que le PM lui-même a donné. Les 30% que le PM lui-même a donné. Moi, je me dis souvent, je ne partage pas ce avis parce que je suis de la société civile. Le peuple malien a besoin aussi d'être respecté. Il ne faut pas toujours dire que celui-là, il occupe tel poste. Il l'occupe parce qu'il y a un peuple derrière. Et il faut voir l'enfer que ce peuple vit. Il faudrait qu'on puisse tenir compte de cela. Voilà, on n'est pas quelqu'un, on ne devient pas assimilé le président aujourd'hui parce que nous sommes là. Le PM, il est Premier ministre aujourd'hui de qui? De nous, Maliens. Donc souvent quand ça ne va pas, il ne faut pas avoir la position d'une seule personne, d'un seul individu, mais il faut voir l'état d'âme de tout un peuple. D'accord, madame, il faut voir l'état d'âme de tout un peuple, vous avez parfaitement raison, on dit tous la même chose. Seulement, je dis, je répète, je reviens, je persiste, je signe. Les gens disent le ton et la manière, c'est ce qui a été condamné. Par contre, ce qu'il a posé comme question devait être posé parce que c'est un lambda a besoin de savoir. Tu voulais dire quelque chose par rapport à cette sortie de Ben Le Cerveau? Voilà, moi je dis qu'on a affaire à des institutions. L'Assemblée nationale est une institution. Et la primature, c'est une institution. Le Premier ministre en lui-même est une institution. Le Premier ministre lui-même. Vous comprenez? Ils se sont rencontrés au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire le lieu indiqué pour que les parlementaires ou nommés pas s'adressent et échangent avec le Premier ministre qui a leur mandat, qui bénéficie de leur mandat. C'était l'occasion. Ben Le Cerveau ne l'a pas dit là-bas. Et il se retrouve hors de son cadre qui lui donne mandat d'interpeller le Premier ministre. Il ne saisit pas ce cadre et il va hors de ce cadre en tant que comme un citoyen lambda pour maltraiter un Premier ministre. Mais j'ai dit, il a déplacé, il est carrément déconnecté. Et c'est une honte pour une nation. Un député ne peut pas laisser l'hémicycle et aller tutoyer son Premier ministre hors de l'hémicycle d'aller au lieu. Ou il est cyberactiviste, ou il est de la société civile comme madame, ou il est député. De deux choses l'une. De deux choses l'une. Voilà. Non. Permettez qu'on dise, parce qu'en fait, on est arrivé à un niveau où on a comme l'impression que certains sont supra et ils dominent tout. Merci. Il y a des moments, ils parlent au nom de la présidence. Un député qui parle au nom de la présidence. Famba aussi était parti un jour vers Kangaba où il va mener la mer et que les dossiers sont signés et que Assimi a tout préparé, les budgets sont là. Et ça, c'est sa mission. C'est son rôle. Le député n'a pas pour mission de développer, le député ne fait même pas le développement. C'est au maire. Il ne fait pas de route, il ne fait pas de route. Non, c'est au maire de faire le développement. Ce n'est pas la mission d'un député d'intervenir dans le développement. Il ne faut pas confondre tout le monde comme des intrus. Le Mali est une grande nation qui se respecte et qu'on respecte et qui a des compétences, qui a des cerveaux. Faudrait-il que ceux qui ont eu la chance de diriger cette salle de responsabilité respectent aussi l'intelligence des Maliens. Merci. Il faut respecter l'intelligence des Maliens. Ben Le Cerveau, on le respecte parce qu'il a participé à une lutte et qu'il est jeune, dynamique, et tout le monde l'apprécie. Mais il n'ouvre pas ses compétences. On a des sphères de compétences. Et c'est là, moi j'ai salué Maître Touré. Un jour, il a fait, le procureur Touré, qui a dit, il y a un ministre, si je l'avais trouvé dans les rues, moi j'allais l'arrêter. Ben Le Cerveau, sa place, c'est à l'Assemblée nationale. Hors de l'Assemblée, il n'y a plus Ben Le Cerveau député. Vous comprenez? Et donc, comment il peut vilipender son Premier ministre hors de son contexte? Il avait l'occasion de le faire lors de Oui, mais c'est là-bas que tout se passe. Et qu'il y a des excuses. À ce niveau, on l'aurait compris qu'il a pleinement joué son rôle. On l'aurait compris qu'il a pleinement joué son rôle. Il est dans son cadre, il est dans sa sphère de compétences. Parce qu'il faut être dans sa sphère de compétences. Voilà. Alors, madame, vous pensez que la sortie de Ben hors de l'hémicycle est normale? C'est juste, c'est justifié?
Je dirais que la sortie de Ben ne saurait être justifiée. C'est là où je dis que je commence à avoir peur de mon président de la transition. Et je dis que l'eau qui dort est très dangereuse. Parce que je ne saurais comprendre qu'on a chassé Kaoudim du CNT pour la même cause. Parce qu'on a dit qu'il ne devait pas aller s'asseoir sur les réseaux sociaux. Qu'il est dans le CNT, il devrait interpeller le PM dans le CNT. C'est vrai. Il a été chassé pour la même cause. Et même enfermé pour la même cause. Donc vous voyez, il faudrait qu'il y ait de la justice face à l'injustice de la justice elle-même. Tant que le gouvernement même n'est pas cohérent, croyez-vous que une personne comme nous, ça pourra respecter et contrôler ses dires? Mais imaginez, on a chassé Kaoudim pour les mêmes causes. Mais je me rappelle, il y a eu des forains, plus de combien de femmes, des enfants de quelques mois, de 2 ans, qui ont été brûlés vifs à Badjanara. Et j'ai été étonnée. J'ai été dépassée de voir un Malien dire sur les réseaux sociaux que cet acte a été commis par des élus d'un tel ou d'un tel parti. C'est vrai. Et lorsqu'il a été interpellé, j'ai vu que lui-même il est sorti pour dire que lui et Touré ils se connaissent. Il a dit, j'ai regardé la vidéo, et il a dit avec fierté, écoutez, ils se connaissent, mais il n'y a pas eu d'impact. Est-ce que vous l'avez vu interpeller de ce jour jusqu'à maintenant? On dit que oui, c'est tout un processus, mais pourquoi dans le cas de Kaoudim, ça n'a pas été tout un processus? Très belle question. Alors Guido, la sortie de Ben. Bon, moi Le débat est intéressant aujourd'hui. je suis un peu dur comme avec ce régime. Ah ouais? Moi je dis que il y a un proverbe africain qui dit quiconque crache là-haut, n'est-ce pas, doit s'attendre à recevoir des gouttes sur le nez. C'est-à-dire? L'illustration parfaite du Premier ministre, quand le M5RFP était, n'est-ce pas, dans la rue, dans les rues. Et même ce gouvernement de transition, si tu veux, le Conseil national de transition, il a été l'un des hommes politiques qui a dit que c'était un gouvernement illégal et légitime. Avant qu'il entre, n'est-ce pas, Mais récemment, il a expliqué, il a dit des raisons. C'est déjà passé. Il n'y a pas 2 semaines. Non, c'est déjà passé. Il a dit. C'est une excuse. Bon, c'est une excuse. C'est pas moi. Tu sais, il s'est expliqué. On ne doit pas vouloir annoncer ça. Il ne faut pas qu'on défende les Nifada. Il a dit. Et la plainte n'est pas encore retirée. La plainte, jusqu'à présent, on a levé la dernière fois. Est-ce que la plainte a été relevée? Le M5 a porté plainte contre le Conseil national de transition. Est-ce que la plainte a été retirée? Non. Je n'ai pas connaissance. Bon. Alors donc, il ne faut pas s'étonner quand les Noussa, les Belges, le cerveau, se permettent, n'est-ce pas, d'outrepasser leurs compétences. Parce qu'ils se croient au-dessus de la loi. Soit c'est un Premier ministre bis ou vice-premier ministre. Hein, vous l'avez bien relevé ici, qui était bel et bien dans l'hémicycle. Il y a eu des personnes qui sont venues interpeller, mais lui était assis, bras croisés, il regardait, et qu'au sorti de là, il va sur les réseaux sociaux et s'il permet de dire n'importe quoi. Moi, je pense que le Premier ministre l'a mérité. Parce que lui, il a été dans cette logique-là aussi. Non, j'arrive. Non, il a été dans cette logique lorsqu'il était dans la rue. Ok, On ne peut pas dire dans l'opposition parce qu'on dit qu'on est dans un état d'exception, dans la rue. Maintenant, il est PM. Et même le cerveau n'est pas n'importe qui. Même le cerveau est dans le Conseil national de transition. Donc, j'aurais voulu le voir parler ce jour-là, le jour de l'interpellation du Premier ministre. Il n'a pas fait. Alors, moi, je dis que l'histoire nous rattrape toujours. L'histoire nous rattrape toujours. Alors il ne faut pas s'étonner que ce que tu as dit il y a 10 ans, que ça se trouve aujourd'hui et ça se retrouve aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner. Moi je pense qu'il serait important, parce qu'il y a trop de laxisme, trop de laisser-aller, des gens clivants. Je pense qu'il est temps que le président lui-même en personne puisse prendre le taureau par les cornes. Il n'a pas besoin de faire la communication, l'information autour, mais d'interpeller le gouvernement et même parler aussi au président, n'est-ce pas, du Conseil national de la transition, de façon à ce que les gens soient vraiment capés. Sinon, qu'est-ce que le peuple va penser? Si ces gens se permettent de se dire n'importe quoi au sein de l'hémicycle, qu'est-ce que le peuple, n'est-ce pas, va penser? On a pratiquement épuisé 1 heure de temps, on va peut-être rajouter 10 minutes pour sortir de ce sujet-là. Le sujet est important, hein. Je voudrais répondre. 2 minutes. Merci. Merci, 2 minutes. Soyez vigilants pour m'arrêter si je dépasse. Vous savez, il faut avoir le courage de ramener le cerveau à l'ordre.
s'il y a l'un des désordres actuels, il en fait partie. S'il y a véritable désordre, il en fait partie. mais c'est l'un des désordres. Ou toi tu es de la société civile, tu fais tes meetings au boulevard, ou tu es un député d'une nation. Tu ne peux pas venir au boulevard insulter les autres ailleurs et demain te réfugier pour dire que tu es député. Ou tu es super activiste, ou tu es un homme d'État. Il faut qu'on situe, c'est-à-dire, nouveau Mali, Mali courant, chacun doit connaître sa place. Et hier, quand vous étiez dans les rues, le chanteur sénégalais, quand il a été le même ministre, il a laissé son orchestre. Il a laissé son orchestre pour jouer le rôle du ministre qu'il est. Le footballeur libérien, chef d'État, il a laissé la pelouse pour se consacrer à la gestion de l'État. Il faut donc que les gens sortent du cafouillage de fourre-tout. C'est-à-dire, le Mali est une grande nation. Toute l'Afrique est aujourd'hui fière du Mali. Mais il faut que ceux qui sont en charge de la gestion des institutions du Mali ne prennent pas aussi, comme les autres qui les respectent, comme des idiots. Non, non, non. Non, non, non. Le Mali croit le faire aujourd'hui avec la CEDEAO. Le Mali croit le faire aujourd'hui avec la France et l'Union européenne partout. Et le Mali est soutenu par tous les Africains et les panafricanistes. Et les gens qui sont en charge de la gestion de l'État ne savent même pas leur rôle dans leur institution. Et vous voulez qu'on les respecte? Ou on les applaudisse? C'est le débat de fond. D'accord, c'est le débat de fond, Monoko Touali. Madame, juste un dernier mot par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le rôle de chaque autorité, en tout cas dans son secteur, et que doit faire le Premier ministre aujourd'hui pour sortir de ce barbare-là. Et l'attitude, en tout cas, la conduite attirée du chef de l'État, qui est longtemps resté silencieux. Moi, je dirais que ce n'est pas Ben le cerveau seulement qu'on doit rappeler à notre, mais presque tous les membres de notre transition. Il est temps qu'ils s'autocritiquent eux-mêmes. Parce que Ben le cerveau, là où il s'oppose au PM, c'est là où le PM même disait que la CEDEAO, c'est l'enfant du Mali. Et ce n'est pas le Ben le cerveau qui est sorti en première position dans la rue pour dire qu'on va quitter la CEDEAO, on va quitter notre monnaie. Mais c'est parce qu'on l'a fait croire cela. Il a été soutenu. Et il y a même des proches du PM, tels que des Jamy Bidar, qui étaient dans ces marches-là. Et soudain, paf, le PM surprend tout le monde. Nous ne quitterons pas la CEDEAO. Avant qu'il lui-même ne soit interpellé, le ministre sort pour dire qu'on va échanger notre carte NINA contre la carte biométrique de la CEDEAO. Et là, le PM dit nous ne quitterons pas la CEDEAO. Et la France reste notre partenaire stratégique. Alors on ne comprend rien. Et pourtant, on avait dit à cette France de prendre, on a chassé l'ambassadeur de la France. On a demandé à la force Barkhane de s'arrêter. Vous voulez dire aujourd'hui qu'il y a une incohérence? Une incohérence totale au niveau de la transition. Ah bon? C'est pour cela que je n'en veux pas à Ben. Ben, il n'a pas parlé là où il devait parler. Voilà. Sinon, il n'a dit que ce que le PM disait, ce que la transition même nous faisait croire. Donc, il serait temps qu'il se fasse de l'autocritique. Vous faites confiance encore à cette transition? Bon, je me dis que je fasse confiance en eux ou pas, je suis dans mon droit de la société civile de les inciter à aller sur le droit chemin. Parce que s'ils échouent, c'est comme si moi j'ai échoué. Ça va se sentir sur le peuple du Mali. Donc s'ils échouent, c'est comme si vous avez échoué. Alors Guido. Voici ce que vous avez dit. Moi je retiens qu'il y a de l'incohérence de l'incompréhension, n'est-ce pas, au sein, n'est-ce pas, du gouvernement et même du CNT. Alors, si Ben le cerveau se permet, n'est-ce pas, de tenir des propos hors, n'est-ce pas, cadre du Conseil national de transition, eh bien, je l'ai dit, hein, l'histoire nous rattrape toujours. Ce que vous avez dit hier pourrait vous rattraper aujourd'hui. Alors, donc, ici, il est extrêmement important. Parce que nous avons eu 10 mois de gâchis. Il faut le dire, c'est du gâchis. Dans la vie des hommes, c'est 10 mois, c'est pas 10 jours. Alors, pour sortir de là, parce que jusqu'à présent, nous ne voyons pas les prémices d'une sortie de crise. Ah bon? Moi, je ne vois pas. En ce qui me concerne, je ne vois pas. On ne va pas sortir de la CEDEAO
la France, c'est toujours notre partenaire et chose stratégique où nous allons continuer à négocier. Notre monnaie, ce n'est pas à l'ordre du jour, etc., etc. Alors, pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? D'accord. Pourquoi tout cela? Dis-moi de perdu. C'est extrêmement grave et il est extrêmement important. Moi, je dis toujours, le discours du Premier ministre au sein du système des Nations Unies, impeccable. Ça, tout le monde en convient. Il a dit, il a mis le pied sur le plat, il a dit effectivement les difficultés du pays et les décisions à prendre pour notre souveraineté. Pour sortir de là, moi je l'ai toujours ici, il aurait dû mettre bas la terre et mettre cap, n'est-ce pas, en plein vol, contribuer en plein vol, selon son expression. Donc, la CEDEAO, je crois qu'on a été les premiers à parler de la décision de l'UEMOA ici. Je crois qu'on a été les premiers. L'UEMOA, une institution financière, qui prend une décision de sursoir, n'est-ce pas, aux sanctions de pays, et que la CEDEAO dit que cela ne lui est pas applicable. Je vous ai dit ici, le journal a dit que ce n'est pas applicable à la CEDEAO. Donc vous voyez déjà l'action politique. Vous voyez l'action politique. Que ce soit une décision illégale, illégitime, inhumaine, méchante, tout ça, moi je ne rentre pas dans ces débats-là. Pour moi, c'est une décision qui a été prise par les chefs d'État de la CEDEAO. Je pense que c'est des gens qui sont réfléchis. Et si l'on fait cela, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Quand cela n'y tient, nos autorités doivent toujours continuer à négocier avec la CEDEAO. Parce que c'est ça la sortie des le FMI, la base, ont refusé de financer le Mali. Donc ça va du mal en pire. Alors, nous ne voulons pas que ce soit le pire. Alors il faut qu'ils se mettent très rapidement au travail. Et dans cela, on peut mettre une commission au sein du ministère des Affaires étrangères ou au sein de la primature pour dégager des stratégies, des négociations pour qu'on sorte rapidement de cette crise. Toi, les derniers mots? Dernier mot, c'est juste pour demander à ceux qui sont en charge des différentes communications dans les départements ministériels d'associer les professionnels pour sauver le Mali. Le Mali a besoin d'être sauvé, mais on ne peut pas sauver le Mali avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. C'est pas à ceux-là de guider, d'orienter une communication professionnelle pour sauver un État en conflit. C'est pas possible. Ça, c'est un premier point. Deuxième point sur lequel je vais m'arrêter, il faut rappeler les gens qui ont la lourde responsabilité de gérer des institutions, par exemple au niveau de l'Assemblée nationale et ailleurs, de cesser d'être les hommes de la rue, de cesser d'être les hommes du commun. Il faut qu'ils se mettent dans leur statut, parce que même s'ils vont être interpellés, on va dire non, ils ont humilité, est-ce qu'on peut leur enlever l'humilité ou pas? Donc il faut qu'ils restent dans le cadre de leur humilité, et non sortir au Dieu. Donc moi, le fait que Ben le Cerveau est sorti, moi je suis très critique avec le Premier ministre par rapport au fait que je n'ai pas de visibilité dans ses actions, je l'ai toujours dit. Mais ce n'est pas aussi une raison pour qu'on puisse le traiter hors de l'hémicycle. Et là, je ne partage pas. N'oubliez pas que le Premier ministre aussi s'est retrouvé hors de l'hémicycle. Vous m'avez tout à l'heure dit qu'il est maintenant Premier ministre. Non, madame, il est actuellement maintenant Premier ministre. Il est Premier ministre, c'est différent. Il est Premier ministre, il mérite son respect. Et lorsqu'il partait au siège du M5, il y a eu des bagarres. Nous, on l'a critiqué. C'était grand. On l'a critiqué. On l'avait poignardé là. Nous, on l'a critiqué. Non, notre cohérence, c'est qu'on l'a critiqué. Pour que lui, il a primature, on veut le voir. On veut le voir à la primature. Donc, si on doit le critiquer aussi, celui qui est vous, moi, nous autres, on peut le critiquer comme on veut. Mais parlementaire, c'est pas ici, c'est pas hors de l'Assemblée qu'il faut critiquer le Premier ministre. Et Ben le Cerveau, il faut peut-être qu'il mette un peu de Nyamakoudi dans son D'accord. Donc, merci, messieurs et madame, d'être venus décrypter l'actualité. Vous qui nous suivez actuellement, on vous remercie de votre aimable attention. Et très prochainement, on se trouvera ici sur des sujets d'actualité très très profonds, parce que là, on va attaquer la gestion d'État. Qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État? Cette cacophonie au sommet de l'État, il est temps maintenant qu'on rentre dedans. Et département par département, ce qui se passe au niveau de la défense, on paye des avions, d'accord, ok. Ça coûtait combien? Il faut que les gens sachent comment ça c'est payé, parce que les gens commencent à parler, bon, on commence à nous interpeller. Au niveau du ministère des Finances, il se passe beaucoup de choses, des douanes, des impôts, des importations, comment ça se passe, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, quels sont les rôles des milliardaires justement dans la gestion de cette crise-là, qu'est-ce qu'ils sont en train d'endurer. Très prochainement, nous allons mettre le pied dans le plat
et sans porter les gants, pour votre plaisir, bien entendu. À très prochainement. À très prochainement. Merci. Au revoir. Je suis lessivé, lui. Bien lancé. Bien lancé. C'est ça la beauté du direct. Le direct, rien ne se cache. C'est ça la beauté du direct. On peut passer? Président des valeurs.